Bonjour à toutes et à tous, ce que vous allez écouter est un enregistrement réalisé durant les actes du premier colloque organisé par le Laboratoire des Imaginaires, un événement intitulé Espaces Imaginaires. Qu'est-ce que le Laboratoire des Imaginaires ? En fait, on est une association basée à Rennes qui valorise la recherche sur les cultures de l'imaginaire. Jeux vidéo, romans de fantasy ou de SF, bande dessinée, cinéma. On s'efforce de déclencher des rencontres entre les jeunes chercheurs dans ces domaines, d'organiser des événements comme le colloque pour permettre un regard interdisciplinaire sur le sujet, et surtout de faire en sorte que ces travaux ne restent pas uniquement dans les murs de l'université, mais soient bien accessibles à tout le monde. Pour cela, nous avons prévu de publier les actes du colloque sous peu, au format papier grâce à un système de prévente qui se tiendra sur les mois de juin, juillet et août 2020, et gratuitement en ligne pour permettre à chacun et à chacune d'accéder à ce travail. Dans la même optique, on vous partage aujourd'hui l'enregistrement de la communication de Esteban Giner, intitulé « Penser les espaces vidéoludiques comme des discours sociologiques, le cas des villes dans Earthbound et Mover Free ». On espère que ça vous plaira et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. À très bientôt et bonne écoute. So long as these problems are not solved, so long as ignorance and poverty remain on earth, these words cannot be useless. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je souhaite sincèrement remercier les organisateurs et les organisatrices de ce colloque pour le temps consacré, le temps de travail qui lui a été consacré, en ces temps de conditions précaires dans le milieu de l'enseignement et de la recherche. Merci aussi pour la prise de position que vous avez eue durant vos échanges par mail, parce que ça permet entre autres d'illustrer les tensions entre des discours qui sont portés par des individualités au sein d'une structure, d'un système qui est oppressif envers ces éléments. Donc pour tout cela, vous avez mon empathie la plus sincère. L'histoire par laquelle je vais introduire cette communication suscite elle aussi toute mon empathie, mais pour des raisons bien différentes. Le 13 novembre 1990, donc une jeune fille de 9 ans, donc qui a 20 ans sur la photo derrière moi, du nom de Fusako Sano, est kidnappée par un homme. Cet enlèvement survient au moment où l'équipe de Shigesato Itoi travaille sur Earthbound. Fusako Sano fut retrouvée en 2000, soit 6 années après la sortie du jeu. Si je commence cette communication par cet horrible événement, parce que c'est un horrible événement, c'est tout d'abord parce que cette histoire fut un torrent médiatique au Japon. Ce fut aussi un torrent émotionnel. Et ce torrent a suscité de nombreuses critiques à l'égard de la police, considérée comme incompétente à ce moment-là. C'est aussi parce que c'est une histoire qui arrive aux abords du studio de développement de Shigesato Itoi, auteur du corpus de jeu de cette communication. Et que selon Ken Bauman, elle est reliée à l'une des péripéties du jeu Earthbound, qui sort donc en 1994. Dans la ville de Tucson, dans le jeu Earthbound, l'audience joueuse apprend qu'une fille, répondant au nom de Paula, fut elle aussi kidnappée. Cette fois par une secte répondant au nom des Happy Happy, et ce, parce qu'elle possède des pouvoirs magiques. Cette anecdote fait partie des exemples d'intégration du réel dans le fictionnel, ou plutôt d'une réalité pragmatique vers une réalité fictionnelle. Dès lors, à l'instar de Fusako Sano au Japon, puis de Paula à Tucson, il y a donc un processus de remédiation d'un système social vers le jeu, et l'une de mes hypothèses fondamentales, que je soutiens dans mon travail de thèse, est que les jeux vidéo eux-mêmes peuvent être considérés comme des systèmes sociaux simples, dans le sens où l'on remplace des corrélations par des liens de causalité, où l'on remplace une complexité systémique par des boucles programmées. De ce processus émergent des discours sociologiques, qui selon Pascal Fugier sont des interprétations d'un morceau de réalité sociale construite à partir d'une boîte à outils conceptuelle et méthodologique. Cette boîte à outils conceptuelle est dans le cadre de cette communication, le game design. Pour certains chercheurs et chercheuses en cultural studies, les jeux vidéo peuvent être considérés comme des formes de narration spatialisée. On peut citer entre autres Janet Murray en 1997, Henry Jenkins en 2003, mais surtout la définition de Celia Pierce qui, en 1997, énonce à propos des environnements narratifs « Simply put, it is a space that facilitates a story ». Et à l'instar de Céline Matusak, je propose aussi la notion d'environnement discursif. Et dans ma définition, ces environnements discursifs sont analogues à ceux de Celia Pierce. Simplement, ce sont des espaces qui facilitent un discours. L'objectif de cette communication porte donc sur ces espaces vidéoludiques considérés comme des discours sociologiques. Quels peuvent être les enjeux et les méthodes ?
Pour répondre à cette question, je sollicite 2 jeux de mon corpus de thèse, qui sont Earthbound, et que j'ai déjà évoqué, et Mother 3, qui en est la suite, sortie en 2006, presque 12 ans après, et toujours piloté par Shigesato Itoi. Ces 2 jeux font partie de ce que j'appelle les Movertale, qui sont, dans une définition restrictive, des jeux de rôle linéaires qui subvertissent les codes du genre, tout en abordant au premier degré des problématiques sociales. J'ai aussi choisi ces jeux car ils me permettent d'aborder les discours sociologiques de 2 façons, par leur spatialité, mais aussi par leur temporalité, puisque je considère que les jeux vidéo sont comme des espaces-temps fictionnels et explorables. Si Earthbound propose d'explorer des villes dans une temporalité mal définie, l'expérience de Mother 3 nous sera utile pour illustrer particulièrement la temporalité des discours dans son récit, qui se déroule par son chapitrage, qui se situe sur environ 4 années fictives. Cela étant dit, il est maintenant temps d'aborder le contenu même des jeux. Si je me suis intéressé aux espaces urbains dans Earthbound et Mother 3, c'est parce que Shigesato Itoi installe ses récits dans des villes occidentales, principalement contemporaines ou modernes. Mais ce sont des villes qui sont fantasmées par une équipe de développement japonaise. Et cette équipe se situe donc dans les années 90, début 2000. Ces villes sont des opportunités pour la diffusion de discours et d'opinions sur un ensemble de phénomènes sociaux. En effet, comme le notent Laurent Di Filippo et Patrick Schmoll, le décor urbain, pour sa part, a au moins 2 utilités. D'un côté, il fait office de symbole du monde moderne, et de l'autre, il sert de référence au quotidien des joueurs. Les relations qui se tissent entre la ville physique actuelle et l'activité ludique sont au cœur des processus de transformation et des nouvelles appropriations possibles. Ainsi, dans Earthbound, les protagonistes, Ness, Paula, Jeff et Pooh, traversent des villes imaginaires tirées des Amériques, de l'Europe et de l'Afrique. Chacune des villes est alors un espace explorable propice à la co-construction d'un discours à propos d'une problématique sociale. Ainsi, l'audience traverse 4 villes du pays nommé Eagle Land, le pays de l'aigle, en référence aux États-Unis. Wanette met en conflit un gang, les Sharks, référence à West Side Story, à une police incompétente et célèbre pour ses barrages. Tucson voit sa population adhérer à une secte religieuse et dangereuse. La ville de Freed doit lutter contre une invasion de zombies causée par le déversement de polluants d'une usine limitrophe. Et enfin, Forsyth a à sa tête un maire véreux, en prise avec des affaires de pots de vin, et un détournement de fonds et des forces de police, qu'il utilise pour sa propre protection plutôt que celle des habitants. Aucun lien avec la réalité, bien sûr, n'est évoqué dans cette communication. Ainsi, tel que je viens de le présenter, il apparaît aisément que Earthbound semble contenir des discours critiques à l'égard de phénomènes sociaux. Cependant, il convient d'interroger comment ces discours se construisent au contact de l'audience. Pour cela, les pistes que j'explore sont doubles. Il est nécessaire d'aborder dans un premier temps le design systémique de ces espaces urbains, ainsi que ce que j'appelle des sentiers discursifs, qui correspondent au cheminement de l'audience dans un discours qui se construit sur l'instant, dans un espace et une temporalité. Pour illustrer mon propos, je vais me focaliser particulièrement sur un cas que j'ai choisi pour son actualité, vous l'avez deviné, le traitement de la police dans les villes du jeu Earthbound, avec une focale particulière sur la ville de Wanette, la première. Et à travers ce traitement, ce sera aussi l'occasion pour moi d'aborder d'autres phénomènes qui sont liés. Wanette est donc la première ville de Earthbound. Il s'agit d'une ville proche de la côte océanique est d'Eagle Land. C'est dans cette ville que Ness, notre avatar et héros du jeu, démarre son aventure. Selon les informations que l'on peut récupérer notamment du guide du jeu, Wanette est une petite ville de 3500 habitants. Et elle a 2 chiens. C'est important. Il s'agit donc d'une petite ville côtière états-unienne fantasmée. Au tout début du jeu, nous avons 2 modèles de famille nucléaires, hétéronormés. Celle de Ness, dont le père est absent pendant l'intégralité du jeu, et celle des Minch, dont les parents sont violents avec leurs enfants. Par ailleurs, la ville possède des services régaliens. Un hôpital, une force de police, un pouvoir public, avec la présence notamment du maire B.H. Pirkel, on y reviendra. La ville possède aussi une vie culturelle qui se résume, quant à elle, à une bibliothèque, et, si ça veut bien s'afficher, une salle d'arcade. Il y a aussi d'autres activités, une maison côtière, une caverne mystique, etc., etc.
Au tout début du jeu, une météorite tombe et Ness est réveillée par le vacarme de la police qui barricade l'ensemble des routes. Celle-ci est d'ailleurs célèbre pour le nombre de ses barrages, comme vous pouvez le constater. Les policiers recherchent même à obtenir un record du monde de rues bloquées par leurs soins. Là, une présence politique notamment, la ville possède aussi une présence politique, notamment avec la mairie. Une présence politique qui est impuissante face aux Sharks, aux gangs des Sharks, qui contrôlent le sud de la ville et dont la base se trouve dans la salle d'arcade. Le chef de ce gang, Frank Fly, a une réputation suffisamment importante pour que la police de Wanette ne tente rien car elle est bien trop effrayée. Cette incompétence des forces de l'ordre est appuyée par le refus du maire de prendre ses responsabilités. Cependant, une fois le gang des Sharks battu par nos soins, le maire nous rappelle « Bravo, tu as éclaté ces racailles, leur as mis des gros chassés, tu as vectorisé ton poing vers leur bouche, etc. Et tu les as forcés à promettre de ne pas recommencer leurs bêtises. Merci beaucoup. Cependant, si tu rencontres un danger futur, s'il te plaît, ne viens pas me demander de prendre mes responsabilités. Je serai capable de les éviter. Tu peux me croire. Vous aurez reconnu, c'est ma propre traduction aussi. Cette première péripétie aurait pu bien se terminer. Sauf que les forces de police devinrent jalouses de Ness et donc de l'audience, puisque celui-ci est présenté dorénavant comme le héros ayant sauvé la ville du gang. Peu de temps après, et donc Ness, et donc l'audience, est convoqué au commissariat pour avoir trépassé une zone fermée au public malgré l'autorisation formelle que l'on a reçue du maire. Une fois arrivé au commissariat, le capitaine Strong nous emmène à part et en présence de 5 de ses officiers, afin de se venger de Ness, puisque celui-ci obtint les faveurs de la mairie, ce que la police interprète comme une offense, eh bien, ils vont décider de riposter et de se battre contre nous. Le guide du jeu note sous la forme d'une feuille de journal la nouvelle suivante. La police attaque un enfant innocent. 5 policiers, sous la direction du capitaine Strong, ont piégé un enfant du coin qui, selon leur dire, outrepassait les limites d'une zone fermée. À leur surprise, le jeune garçon leur mit une raclée, chef inclus. L'altercation a été filmée par un témoin et sera diffusée lors du journal de ce soir. En tant qu'audience, nous assistons donc et contribuons à une situation où les forces de l'ordre abusent de leur pouvoir afin de se venger. Par ailleurs, il s'agit dans une mesure relativement édulcorée de violences policières qui, dans notre contexte actuel, n'est pas sans rappeler les violences que des adolescents manifestants ont connues en 2019 à Mantes-la-Jolie. Cette péripétie n'est que la première d'une longue liste à l'égard de la police, qui est problématique à plusieurs moments du jeu. À partir de la ville de Tucson, des policiers deviennent des ennemis récurrents. La ville de Fourside, dont la population dépasse 300 000 habitants, est quant à elle particulièrement intéressante à étudier, car à sa tête se tient le maire Geldegard Monotoly, ancien agent immobilier qui possède sa propre Monotoly Tower et qui s'est reconverti dans la politique. Encore une fois, toute relation avec le réel est purement hasardeuse. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu sort en 1994 et il semble précurseur de ce que nous vivons. Par ailleurs, si Wanette est une petite ville, Fourside, The Big Banana, appelé texto dans le jeu, est un pastiche de New York, The Big Apple. Ainsi, plusieurs problématiques surviennent alors à Fourside concernant la police. Premièrement, le pouvoir politique est tenu par une personne de la sphère économique, qui en a profité pour s'approprier un ensemble de biens communs ne lui appartenant pas. Le cas qui est récurrent dans le jeu, c'est le cas de l'accaparement de l'immeuble qui s'appelle par la suite l'immeuble Monotoly. Par ailleurs, la police n'a plus pour mission de protéger les habitants de Fourside. Au contraire, elle est dorénavant entièrement consacrée à la protection du maire et de ses conseillers. Comme le mentionne l'un de ses habitants, dans le passé, M. Monotoly était juste un agent immobilier typique, pas terrible. Mais maintenant qu'il contrôle les forces de police, je n'ai pas l'impression pourtant que la ville de Fourside soit mieux. À travers ce qui vient d'être énoncé, je soutiens que chacune des villes d'Earthbound permet d'aborder un aspect problématique
différents à chaque fois. L'incompétence et les violences policières à Wenet, le rejet de leur mission au profit d'une caste dominante à Forside, etc., etc. Ces environnements sont donc discursifs dans le sens où ce sont des contextes ayant une affordance particulière pour suggérer à l'audience des discours, en l'occurrence sur le fait que les forces de l'ordre sont problématiques à de nombreux égards. Par ailleurs, si ces espaces sont effectivement clos, on passe d'une ville à une autre, eh bien, les problèmes ne se ressemblent pas. Il convient aussi de prendre en compte que le discours se construit sur une temporalité double, celle du temps de la chose racontée, pour citer le travail de Rémy qui est présent, et celle finalement du chemin parcouru par l'audience durant ces sessions de jeu. Cependant, afin de faire apparaître cela clairement, il convient de mobiliser le deuxième jeu de ce corpus, à savoir Mover 3 qui sort en 2006. Il est important de mentionner que Mover 3 déroule son récit dans un futur post-apocalyptique. Donc on est après la fin du monde. Et que contrairement à Earthbound, il structure son récit selon un chapitrage signifiant une avancée du temps. Par ailleurs, si Earthbound ancrait son récit dans une représentation contemporaine des années 80 des pays occidentaux, les deux villes principales de Mover 3, Tazmily et Newport City, qui sont représentées derrière moi, reprennent la dichotomie petite ville, grande ville de Wenet Forside, sauf que les discours en jeu portés par ces espaces s'ancrent davantage dans une temporalité clairement définie. En particulier, j'identifie 3 moments qui viennent soutenir un discours sociologique parmi d'autres. Au début du jeu, le joueur ou la joueuse a le temps d'explorer Tazmily, un petit village au semblant anarchiste puisqu'aucune organisation politique n'existe. Et si cela ne tenait qu'à moi, on pourrait considérer Tazmily comme une forme de ZAD autogérée. Cependant, le village reconnaît aussi l'existence d'un pouvoir royal, mais ça reste vague quand même. En tout état, on peut voir que ce village, très petit, s'inscrit dans une certaine symbiose avec la nature. Respect des forêts environnantes, absence de bitume, construction en bois, etc. On peut aussi noter que les maisons semblent être collectivisées. Par ailleurs, il est important que plusieurs discussions avec ses habitants font mention d'un phénomène intrigant. Les habitants ont des échanges économiques, certes, mais sous la forme de dons ou de troc. Ainsi, lorsque l'on se rend chez ce qui ressemble être un marchand, à savoir le bazar de Thomas dans le jeu, l'audience, par le biais des personnages principaux, peut se saisir de l'ensemble des objets disponibles dans une abondance qui reste contrainte, mais disponible quand même. Le personnage non-joueur, qui fait office de vendeur, est même interloqué quand on lui demande pourquoi les objets n'ont pas de prix. Durant les premiers chapitres du jeu, une monnaie va être introduite. Et à partir de ce moment-là, l'organisation du village va évoluer pour se rapprocher d'un modèle de démocratie libérale, voire néolibérale. Si au début, les habitants du village ne savent pas quoi faire avec cette nouvelle monnaie, celle-ci finit par s'imposer tout en instaurant des nouveaux rapports marchands entre les citoyens de Tazmily. Donc après une ellipse de 3 années, on remarque qu'une individualisation a eu lieu en termes d'urbanisme, puisque chacune des maisons du centre-ville est maintenant individuelle, séparée. La voirie est en bitume, et le village possède dorénavant un maire, etc. Par ailleurs, si la société semblait œuvrer collectivement en bienveillance, on remarque que cette bienveillance disparaît au moment où, nommons-le, le capitalisme apparaît. En témoigne par exemple la gestion des personnes âgées que vous pouvez voir en haut à gauche, ces personnes âgées qui sont dorénavant cloîtrées dans une maison de retraite en ruine. Enfin, si les habitants étaient libres de leur emploi du temps, autonomes et entrepreneurs, ils sont dorénavant organisés selon des logiques d'entreprise. En témoigne l'existence désormais d'un réseau ferroviaire reliant la ville à une entreprise minière, accessoirement ainsi qu'à un cabaret et bien sûr la ville de Newport City. Ce qui émerge ici, c'est finalement que le jeu nous propose d'expérimenter le passage d'une anthropocène vers un capitalocène, terme notamment utilisé par Donna Haraway, mais aussi par Emmanuel H. pour signifier que c'est fondamentalement, je cite, la manière d'organiser le système productif et non l'homme en soi comme agent principal des évolutions écologiques. Ce capitalocène atteint son summum dans la dernière partie du jeu où les villageois finissent par abandonner Tazmily, qui est devenue une ville fantôme
n'étant plus en mesure de proposer des emplois stables à ses habitants. Encore une fois, aucun lien avec le réel. Ces derniers rejoignent alors la ville de Newport City, dont le nom fait de nouveau référence à New York. Ville qui possède moult lieux et activités typiques de l'industrie culturelle, cinéma, parcs d'attractions, et qui, selon Théodore Adorno, fait référence à un système liant production culturelle et consommation de masse. Finalement, le jeu se conclut son discours sur le Capitalocène par un phénomène d'exode rural. De ces deux études de cas ressortent deux caractéristiques des discours sociologiques. Tout d'abord, l'espace explorable, par les éléments qu'il possède une affordance pour les discours sociologiques. Cependant, cet espace n'est pas suffisant pour co-construire des discours. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier aussi la temporalité dans laquelle l'audience expérimente cet espace. Il s'agit donc alors de proposer un cheminement plus ou moins persuasif, dans le sens où ce cheminement suggère plus ou moins aux joueurs, aux joueuses d'emprunter tel ou tel chemin. Il est donc nécessaire d'observer les deux lorsque l'on souhaite proposer des méthodes de conception, de design, de discours en jeu. C'est cette prise en compte des espaces-temps qui permet alors d'aboutir à une analyse systémique des discours sociologiques en jeu. De fait, quels outils peut-on mettre en place afin de concevoir et d'analyser les discours sociologiques en jeu ? La réponse que je formule dans mes travaux de recherche passe par l'analyse du design systémique des jeux. Ce point de départ fait notamment référence à la rythme-analyse de Henri Lefebvre. Celle-ci est simplifiée par Claire Révol de la façon suivante, je cite, « L'espace comme le temps sont des produits sociaux et que chaque société dans l'histoire produit son espace, le façonne par sa pratique. L'espace est à la fois le résultat de cette pratique sociale, son produit, et il est le support de la praxis. Ainsi, l'espace social est producteur, c'est-à-dire qu'il donne lieu à toutes les activités et les contient, et notamment il est producteur de sens et de discours. Dans le cadre du jeu vidéo, je postule que c'est le game design qui agence l'espace et le temps d'une expérience. In fine, c'est le game design qui agence aussi les discours par la mise en place de stratégies discursives plus ou moins persuasives. Et je renvoie à mes précédents travaux pour cela, notamment j'ai proposé sous l'appellation de continuum persuasif-expressif, même si finalement, il serait plus intéressant de parler de continuum discursif. Alors oui aussi, c'est bien moi sur la diapo, cela me faisait rire de m'afficher de la façon suivante. Ainsi, le discours se construit par la rencontre entre le game design, qui met en place des stratégies discursives, et l'audience, qui répond par des stratégies interprétatives. On peut renvoyer notamment aux travaux de Umberto Eco. Cette conception du jeu vidéo comme un système entre la machine et l'opérateur légitime l'analyse du design systémique des jeux vidéo. Dans son acception usuelle, le design systémique fait référence aux interrelations qu'un élément d'un jeu peut avoir avec d'autres éléments du jeu, et ce, dans le plus grand nombre de boucles de gameplay possibles. Michael Sellers propose une définition relativement simple en 3 parties, tout simplement les éléments, qui sont fondamentaux à l'expérience de jeu, puis ensuite les boucles dans lesquelles ces éléments s'inscrivent, et enfin les ensembles qui contiennent un ensemble de boucles de gameplay. Initialement, le design systémique fait surtout référence aux éléments typiquement considérés comme faisant partie du gameplay, c'est-à-dire ce qui est jouable à un instant T de l'expérience, sans forcément prendre en compte l'ensemble d'un jeu et donc ses représentations. Or, ce que je constate, après avoir évoqué Earthbound et Mother 3, c'est que les discours dépassent largement toute forme de rhétorique susceptible d'être spécifique aux jeux vidéo. C'est pourquoi je préfère m'appuyer sur la définition du sociologue Alan J. Johnson d'un système social, en l'occurrence. Pour lui, un système réunit 3 éléments, une structure, une culture et une écologie. Si les 2 premiers font référence à une littérature connue, notamment à travers les paradigmes épistémologiques socioconstructivistes, je précise que le dernier fait référence à l'écologie au sens scientifique, à savoir les êtres vivants dans leur contexte de vie. Ainsi, j'adapte le propos de Johnson pour proposer ma définition du design systémique et, in fine, le système discursif d'un jeu vidéo à travers l'exploration de ces espaces. Il s'agit donc d'une conception qui prend en compte une structure, qui formalise les interrelations pragmatiques et fictionnelles entre les éléments d'un système. C'est finalement le game design systémique
au sens usuel. Dans Earthbound, on se bat avec des policiers via une interface de combat, et la police dans le jeu est une construction fictionnelle, au même titre que la mairie, le pouvoir public, etc. Une culture qui amène les éléments discursifs pragmatiques et fictionnels avec lesquels une audience peut jouer à travers la structure. Donc dans Mauvert 3, il y a des objets, des documents, des témoignages qui permettent d'appréhender les formes de la société vivant à Tazmily. Et accessoirement aussi, les jeux que j'évoque depuis le début de cette communication s'inscrivent aussi dans des contre-propositions du genre vidéoludique qu'est le jeu de rôle. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je prends en compte. Et enfin, une écologie pragmatique et fictionnelle qui intègre l'audience à travers son avatar, les autres joueurs et joueuses, et les personnages non joueurs du jeu. Et je fais référence notamment aux travaux de Bruno Latour et Calon sur la théorie de l'acteur réseau, qui met en perspective un principe d'équivalence entre les acteurs humains et non humains dans sa théorie. Dans Earthbound, la majeure partie du vivant vit dans des villes figées, dans leurs problématiques, tandis que Mauvert 3 joue justement sur la modification du contexte de vie et donc de l'écologie de ces personnages non-joueurs pour illustrer son discours. Bien entendu, ces trois éléments ne peuvent être abordés de manière séparée, puisque ma définition suit l'une des hypothèses fondamentales du design systémique, à savoir que nous pouvons créer des ensembles émergents qui ne sont pas simplement la somme des éléments, mais qui, ultimement, possèdent des propriétés engageantes qui ne sont pas réductibles à chacune de ces parties. Et là, je cite encore une fois Michael Sellers. Avant de vous remercier, je souhaite aborder un dernier point de mes recherches. Dans le cadre de mon travail doctoral, j'essaie de créer une théorie socio-constructiviste du game design des discours sociologiques en jeux vidéo, dans les jeux vidéo. Je ne dis pas que j'y arrive, mais c'est mon intention. Durant cette communication, je me suis attaché à toujours parler de co-construction des discours, car contrairement à une certaine doxa narratologique, je rejette fondamentalement l'idée de récit préexistant l'expérience. De facto, il en va de même pour les discours. C'est pourquoi je préfère parler de sentier discursif, puisque je définis comme le résultat d'un enchaînement de controverses entre la machine et l'opérateur ou l'opératrice. Par ailleurs, employer l'imagerie du sentier permet aussi de rappeler qu'à aucun moment une audience est tenue d'interpréter le contenu d'un jeu sous la forme d'un discours particulier. À tout moment, on peut s'écarter des sentiers battus. C'est ce que les speedrunners nous font comprendre tous les jours. Et avec l'une des dernières images qui ne spoile pas Mauvert 3, complétée de ma bibliographie indicative, je vous remercie pour votre attention.